Donc, qu'est-ce qu'on sait de l'état de notre climat aujourd'hui? Alors, la planète s'est réchauffée en moyenne. C'est une moyenne, donc il faut bien comprendre que quand on dit que la planète s'est réchauffée par rapport à l'ère qui a précédé la pré-industrielle, avant l'industrialisation. En moyenne, sur la planète Terre, le réchauffement est de l'ordre de 1,1 degré, 1,09, quelque chose, on va dire 1,1 pour simplifier. Mais ça, c'est une moyenne sur l'ensemble de la planète. Et ce qui veut dire, quand on parle d'une moyenne, ça veut dire qu'il y a déjà des endroits qui sont plus chauds que ça. Si on prend le cas de la France, la moyenne, encore une fois, je ne vais parler que de moyenne pour la France, elle est de l'ordre de 1,7 degré de plus par rapport à l'ère industrielle. Et ensuite... Plus que la moyenne mondiale. Plus que la moyenne mondiale. Et donc, encore, c'est une moyenne française, une moyenne sur l'ensemble du territoire, sur la métropole. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir des endroits en France, il y a des endroits en France qui sont au-delà de 1,7. Et le grand défi pour l'humanité, c'est d'éviter de dépasser 2 degrés de réchauffement. Pourquoi? Parce que si on va au-delà de 2 degrés de réchauffement, on va rentrer dans une ère différente. Et dans cette ère-là, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Il y a beaucoup d'espèces qui ne vont pas survivre. Donc avec les politiques actuelles, on n'y arrivera pas, on sera bien au-delà de 2 degrés. Là, il y a une question qui est intéressante d'ailleurs, on peut peut-être y répondre. C'est OA qui demande: la planète n'a jamais connu une ère de climat plus chaud comme celui qu'on envisage, c'est-à-dire avec des scénarios... Non, ça existait. Ça existait. Ça existait, mais il n'y avait pas les êtres humains sur la planète à ce moment-là. D'accord, donc c'est ça tout l'enjeu, c'est de conserver une planète viable pour l'espèce humaine. Voilà. Et ça ressemble à quoi alors une planète Terre avec plus 3 degrés d'ici la fin du siècle, en termes de viabilité pour l'espèce humaine? Alors, pour vous donner une idée, il y a dans le résumé pour décideurs, il y a le graphe 1, la figure 1, et il y a dans ce graphe-là, il faut regarder la figure C. Malheureusement, pour le moment, le résumé pour décideurs est en anglais, mais les figures, tout le monde, je pense, peut les lire. Et là, dans cette figure-là, moi, j'aime beaucoup cette figure parce qu'on montre un bébé qui est né en 1950 et la personne qui est née en 1950, aujourd'hui, a 70 ans, à peu près, elle est autour de 70 ans. Et donc, cette personne-là aura connu quelques épisodes de forte chaleur. La personne qui est née en 80, aujourd'hui, elle est autour de 40 ans. Et donc, cette personne-là aura connu plus de moments de chaleur, où la planète, où il a fait très chaud. Et après, il y a une barre pour un enfant qui est né en 2020. Donc, cet enfant-là aurait, quand il aura 70 ans, il aura connu une planète très chaude. À supposer que la planète sera encore possible de vivre sur Terre en ce moment. Ce sera encore possible, selon vous? On ne connaît pas de situation. Quand on était au-delà de 2 degrés, l'humanité n'était pas là. D'accord, donc si vous nous rejoignez, on est là pour parler du GIEC et de son dernier rapport avec Yamina Saheb. Et ce qui vient d'être dit, ça illustre justement parfaitement pourquoi c'est important de parler de ce rapport. Parce que quand on parle de survie de l'espèce, de notre survie, de celle de nos enfants, de nos petits-enfants, aussi pour ceux qui en ont peut-être dans ce live, moi personnellement, je n'ai pas d'enfants ni de petits-enfants, mais peut-être qu'un jour, effectivement, c'est très important de savoir de quoi on parle. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi à des fois en parler de manière décontractée, alors que la situation est quand même très alarmante. La situation est très, très, très alarmante. Et surtout, lorsqu'on compare nos émissions d'aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, par rapport à ce qu'on fait. Donc, entre 2010 et 2020, si on regarde les politiques d'atténuation du changement climatique, on voit qu'on fait juste la somme, on regarde juste les pays où il y a des objectifs climatiques. Peu importe, on ne va pas regarder dans le détail comment sont faits ces objectifs-là. Et on voit une augmentation, c'est le nombre de politiques qui existent ayant un objectif de réduction des émissions a plus que doublé. Donc, on passe de 20 à plus de 56%. Donc là, on peut se dire, si on regardait un graphe comme celui-là, et d'ailleurs, c'est dans le rapport 3 du GIEC, on peut se dire qu'on avance. Et après, d'un autre côté, je peux vous montrer un autre graphe. Sur la même période, les émissions ont augmenté de l'ordre de 1,4% par an. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, c'est très alarmant parce qu'on sait très bien que ce qu'on fait ne va pas dans le bon sens. C'est ça qui est plus alarmant, en fait. Et justement, donc une question là d'Hugo qui nous regarde depuis là où il se trouve, du côté de Biarritz. Est-ce que vous avez le sentiment que les gouvernements prennent cette question suffisamment au sérieux? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, pas du tout.
C'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10, ils la prennent à quel niveau? 1, ils la prennent au sérieux. 2, ils la prennent pas au sérieux. Non, à 10, ils la prennent vraiment, vraiment au sérieux. Moi, je dirais 1. Et si on pouvait aller sur le 0, vous iriez? J'irais sur le 0. D'accord, donc on est complètement à côté de la plaque. On est à côté de la plaque et les politiques que l'on met en place pour réduire les émissions sont des politiques pas ambitieuses qui, en vérité, nous enferment dans plus d'émissions à chaque fois. Et c'est valable pour tous les gouvernements du monde. Après, il y a des gouvernements ou des régions, comme par exemple l'Union européenne, on est très bon dans la communication, on est leader dans la communication sur ce qu'on fait sur le climat. Mais après, les résultats ne sont pas là, quoi. On me pose souvent la question, est-ce que tu as de l'espoir ou qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Parce que c'est incontestable et parce que c'est nous qui sommes responsables de cette situation-là. Donc, on peut changer la courbe. Seulement, les gouvernements ne font pas ce qu'il faut. Alors, si j'ai un repas de famille avec un oncle un peu climato-sceptique, c'est quoi le meilleur argument à lui donner? Alors, je ne sais pas. Je pense que si vous avez un oncle... moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème générationnel avec la question climat. Si vous reprenez ce graphe-là dont je vous parlais, donc si votre oncle a dans les 70 ans, ben, lui, il aura connu peut-être quelques épisodes de chaleur et peut-être qu'il aura pensé que c'était très bien, qu'il est allé faire de la bronzette. Sauf que vous avez déjà connu plus d'épisodes de chaleur. Vous risquez d'être malade pour les épisodes de chaleur. Et puis, plus vous avancerez dans l'âge, quand vous aurez 70 ans, vous risquez d'être très malade et peut-être de passer de l'autre côté en raison de la chaleur. Vous voyez? Donc, et c'est vraiment, il y a vraiment une question générationnelle. Ceux qui ont, et justement, votre oncle, et peut-être s'il a 70 ans, donc c'est un baby boomer, et donc du coup, votre oncle fait partie de cette génération pour laquelle tout était permis et ces extras de permission font que si demain vous avez un enfant, votre enfant, ça va être dur, quoi. Ce sera difficile, ce sera beaucoup plus difficile qu'en tout cas ce qu'il a vécu. Une autre question. Il y a dans ce rapport beaucoup d'éléments sur justement les impacts du changement climatique. Si on ne fait rien pour changer de trajectoire, il explique notamment qu'ils vont être beaucoup plus graves que prévu, que ce qu'on anticipait auparavant. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Ça va être quoi justement ces impacts-là? Il y a des impacts sur la santé qui vont devenir de plus en plus importants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les émissions de carbone ou les émissions de gaz à effet de serre, on parle beaucoup de carbone, mais en fait, les gaz qui produisent, qui conduisent à la crise climatique, ce n'est pas que du carbone. Il y a d'autres gaz. Et ce qui compte, c'est pas juste les émissions, nos émissions là maintenant. Par exemple, pour faire ce live, on a des émissions. Ce n'est pas juste ces émissions-là, mais ce sont les émissions cumulées depuis le début de l'industrialisation. Et donc, ce sont les émissions cumulées qui produisent cet effet-là, qui conduisent à l'augmentation de la température. Donc, plus on rajoutera d'émissions, plus on augmentera les émissions cumulées, plus on dérégule le système naturel et plus on aura d'impact. Parmi les impacts, par exemple, les sécheresses, les fortes inondations, comme on a vu en Belgique. Voilà, de fortes précipitations. Donc ces deux phénomènes, par exemple, ont un impact direct sur l'agriculture. Et donc, s'il y a un impact sur l'agriculture, ça veut dire qu'il y a un impact sur la nourriture. S'il y a un impact sur la nourriture, donc il y aura un impact sur les migrations, parce que les gens vont bouger quand il n'y aura pas de nourriture. Toute espèce qui est capable de se déplacer va chercher sa nourriture, ça c'est naturel. Et donc du coup, toutes les espèces, donc les êtres humains qui ne pourront pas se nourrir, vont se déplacer. Et ça a un impact sur la biodiversité. Donc en fait, la biodiversité, comme on a déstabilisé l'ensemble de l'écosystème, donc du coup, la biodiversité, ça a un impact aussi sur la biodiversité. Et tout ça, ça a un impact sur la santé. Donc l'augmentation de la température, par exemple, quand on a des vagues de chaleur, eh ben, on a toujours une augmentation du nombre de morts. À chaque fois qu'on a de nouvelles vagues de chaleur. Par exemple, en France, la première grande vague de chaleur qu'on a connue dans les temps modernes, depuis qu'on travaille, on va dire, sur les questions climat, c'était en 2003. Et à ce moment-là, on avait eu un peu plus de 10 000 morts de plus parce qu'il a fait chaud. Et il se trouve, 2003, c'est la vague de chaleur de 2022
qui n'était pas en termes de température aussi forte que celle de 2003, mais elle a conduit à un nombre de morts équivalent. Ça veut dire, en gros, 20 ans après, 19 ans après, malgré tout ce qu'on a appris, malgré le système d'alerte qu'on a mis en place, malgré tous les éléments qu'un pays riche comme la France a mis en place, on a eu un nombre de morts équivalent à celui de 2003. Donc en 2003, on pouvait dire on était surpris, mais en 2022, on ne peut pas être surpris, c'est pas possible. Enfin, il n'y a aucun politique qui peut dire, d'ailleurs, ils ne nous ont pas dit qu'ils étaient surpris, ça c'est très bien, mais ils n'ont pas beaucoup parlé. Je ne pense pas que ça ait fait la une des médias, etc. Mais c'est dramatique que l'on accepte finalement que des gens meurent parce que il fait trop chaud et qu'on n'a pas mis en place les mesures nécessaires, non seulement pour réduire, pour éviter d'arriver à ces chaleurs fortes, mais en plus des mesures pour que, même s'il fait chaud, que les gens puissent continuer à vivre. Donc on va avoir ce genre de phénomène. Et ce qui va très probablement se produire, c'est la succession de phénomènes. Donc, j'ai essayé de vous expliquer par les précipitations, les inondations, l'impact sur l'agriculture, la nourriture. Tout est connecté. Voilà, tout est connecté. Donc, on ne peut pas prendre juste un bout et se dire, je vais travailler sur ce bout-là et je vais régler tous les problèmes. Ça, ce n'est plus possible. Bon, merci en tout cas. J'ai une dernière question avant d'inviter Thomas de Bon Pote. C'est une question aussi qui a été posée dans ce live, qui est un petit peu personnelle et qui vous demandait en fait si vous aviez des enfants. Oui, j'ai un enfant. Qui a quel âge? Il a 2 ans. Et mon fils devrait avoir 30 ans en 2050. Donc mon enfant, quand j'ai vu cette figure-là dont je vous ai parlé, elle représente un peu l'histoire de ma famille et mon fils. Donc si on continue sur cette trajectoire-là, la planète Terre ne sera plus habitable pour lui. Il ne connaîtra pas ses 70 ans. Ok, ça a le mérite d'être cash. Je fais une petite parenthèse, hein, où beaucoup d'étudiants étaient très déprimés. Et ce qu'elle recommandait, elle disait le meilleur antidépresseur, c'est de passer à l'action, c'est de s'engager, c'est de passer à l'action. Donc encore une fois, c'est très important et ça nous tient vraiment à cœur chez Vaquita, j'imagine aussi pour toi chez Bon Pote, c'est de vous engager, c'est de vous dire de vous engager, de soutenir les associations qui militent, qui font pression à l'échelle française, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, et après aussi de vous engager, vous, à titre personnel, dans des dynamiques qui, voilà, on en parle, hein, la question d'un régime moins carné ou de se passer complètement de viande. Et puis voilà, d'adopter des meilleurs. Alors, faut pas hiérarchiser, mais en tout cas, de forcément renoncer à certaines choses qui nous paraissaient avant évidentes, pouvoir voyager très loin, comme bon nous semble, faire un Paris-New York. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus des choses qui sont aussi possibles que ça n'était auparavant, voire qui devraient peut-être à terme devenir beaucoup plus difficiles, en tout cas, beaucoup plus hors de portée du commun de chacun. C'est-à-dire que même un Paris-Barcelone en avion coûte moins cher qu'un Paris-Barcelone en train. Et des fois, c'est complètement aberrant. Mais ça fait les politiques qui ont conduit à ça. Et c'est les politiques, évidemment. Voilà, encore une fois. C'est pas l'individu qui est responsable. C'est pas l'individu qui est responsable, c'est les politiques. Donc, pour moi, l'action que l'on devrait mener, chacun à son niveau, c'est d'arriver à voir les politiques, à imposer aux politiques le changement de cap. Et comment on fait? Ça, c'est la grande question. Il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs posent cette question. Comment on fait? Est-ce qu'il faut aller dans la rue? Est-ce qu'il faut et on le voit, hein, il y a des manifestations climat assez régulièrement d'ailleurs, mais ça c'est pas trop suivi d'effet, pas du tout même évidemment. Donc concrètement, c'est quoi les pistes d'action là, Yamina, si on veut en Alors, on n'a pas trouvé de réponse dans la science sur une piste d'action qui permettrait de changer. Il n'y a pas un algorithme qui calcule les meilleures actions. On ne sait pas modéliser ça. Par contre, ce qu'on fait dans le rapport 3, on parle des actions citoyennes. On parle par exemple des conventions citoyennes pour le climat. C'est tout ça qui nous donne de l'espoir. Les actions des jeunes, par exemple. Et on parle aussi des actions en justice, attaquer les gouvernements pour le fait qu'ils ne font pas le nécessaire, attaquer les compagnies des énergies fossiles. On parle de ça en fait. On voit une montée des actions en justice pour des questions climatiques et il faut absolument garder en tête qu'on doit absolument infléchir la courbe, on doit absolument arriver à baisser nos émissions et donc éviter une augmentation de température pendant cette décennie-là. Donc, il y a urgence à agir vite et bien. Juste une chose peut-être qui est importante aussi de
d'évoquer avec vous. Il y a beaucoup cette question de la pureté écolo qui revient. Et des fois, c'est voilà, nous on en parle aussi dans notre dernier post chez Vakita, et je pense que ça rejoint pas mal parce que il y a cette pression à la pureté écologique qui pèse sur les individus aussi en leur disant soyez irréprochables, etc. Mais comme tu disais aussi, Yamina, c'est que c'est pas une question d'individu. Et évidemment, personne en fait ne peut être irréprochable. Et c'est Hugo qui disait à un moment donné dans une chronique sur France Inter, préfère avoir peut-être 2 millions de personnes qui sont pas irréprochables mais qui font pression et qui demandent à leur gouvernement d'agir plutôt que d'avoir 2000 personnes complètement pures et de manière écologique mais qui n'arrivent pas à peser dans la balance. En fait. C'est exactement ça en fait. C'est vraiment, je reviens à l'essentiel, c'est les politiques publiques. Et ça, c'est la politique. Et la politique, c'est tous ensemble qu'on peut faire ça. Il faut qu'on arrive à trouver le moyen de mettre la pression, suffisamment de pression sur nos gouvernements pour qu'ils prennent la question du changement climatique sérieusement. Il faut arrêter avec les politiques que l'on a aujourd'hui. Il faut passer à une autre échelle. Il faut vraiment changer de paradigme. Mais ce n'est plus possible de continuer comme ça.